Bonjour et bienvenue dans ce cours du numéro 8 du mardi 5 janvier. Mais avant tout, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré le contexte un peu restrictif, que vous êtes tous en bonne forme et que vous avez pu passer des moments agréables avec vos proches. Et donc, j'espère que 2021 nous amènera le meilleur pour ce qu'on peut espérer de cette nouvelle année, un peu moins de contraintes et moins de menaces liées au virus. Bien, alors nous allons reprendre ce cours, ce regard croisé sur le chômage et finalement nous avons pu faire une coupure, une interruption avec les fêtes de fin d'année dans notre progression relativement raisonnable puisque nous avions terminé un premier paragraphe qui visait à vous présenter une histoire économique et sociale du chômage et vous montrer comment la notion avait été inventée, entre guillemets, fin 19e, comment elle avait pris un sens de plus en plus économique en s'extirpant de la notion de pauvreté dans laquelle elle était engluée. Alors, aujourd'hui, et pour plusieurs séances, nous allons renouer avec la pensée économique qui était le thème de l'an dernier et que nous poursuivons cette année à travers donc le prisme du chômage. Alors nous allons regarder pour plusieurs séances donc les analyses du chômage dans la pensée économique. Alors il ne s'agit pas de faire un tour exhaustif sur la question, mais de vous présenter quelques grandes analyses et sans oublier ce qui était l'objectif, de montrer les liens avec bien notre vie quotidienne, avec la vie économique et sociale et comment les façons de se représenter des phénomènes économiques et sociaux, ici le chômage, influencent des décisions et notre vie. Dit autrement, ce n'est pas uniquement un travail de penseur comme ça, posé en l'air, un peu nébuleux. Il y a une interaction avec le réel, si tant est qu'on veuille bien décoder un petit peu ce qui se passe. Et vous allez voir, ça permet d'avoir des grilles de lecture assez simples et assez efficaces. Ça vous permettra de reconnaître des références à tel ou tel courant de pensée, à telle ou telle façon de voir les choses. Alors, donc quelques grands courants marquants, significatifs, et puis aussi, en avançant dans ce paragraphe, faire ressortir le fait qu'on sait quand même des choses sur le chômage. On ne sait certes pas tout, mais il y a eu des avancées extrêmement importantes, alors qui gênent ceux qui font de leur fonds de commerce, je dirais un petit peu de croyance plus que de science. Mais voilà, on a, avec les avancées des datas et des données aujourd'hui, on a pu démêler un petit peu certains points de vue, certaines analyses qui sont pour certaines faibles et d'autres qui s'avèrent plus substantielles. Voilà, donc ça c'est sur quoi nous acheminerons tout au long de ce paragraphe numéro 2. Alors, je vous rappelle que dans le premier paragraphe que nous avons rencontré, nous avons vu finalement peu de choses dans la pensée économique avant la fin 19e sur le thème du chômage, excepté peut-être les remarques de Marx à la mi-19e, mais enfin remarques assez légères malgré tout. Alors, dans la pensée économique, voilà, il faut que je me remette en route. Dans la pensée économique, il y a quelques traces un peu substantielles dans l'école de pensée dite des classiques, donc ce sont des Anglais et des Français entre la fin 18e et les années 1830-1840. Alors, vous avez ces auteurs-là que je vous ai affichés qui vivent au moment également de la première révolution industrielle en Angleterre et en France. Alors,
si on prend Adam Smith, vers la fin du XVIIIe, Adam Smith a la conviction que les questions de chômage sont pas importantes puisqu'elles se règlent au jour le jour presque grâce à l'autorégulation du marché, qui commence à être un concept qui apparaît. Il considère que les problèmes de main-d'œuvre se règlent seuls et essentiellement par des déplacements intersectoriels de main-d'œuvre suite à des modifications de prix. C'est-à-dire que si vous avez une activité qui périclite un petit peu, elle va libérer de la main-d'œuvre et les activités qui se développent vont aspirer de la main-d'œuvre et eh bien, la main-d'œuvre libérée d'une activité pourra se reporter assez facilement sur les activités en expansion. Alors il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas nécessairement besoin de stages, de formation extrêmement complexes. Là, ce qui prime, c'est la force de travail, l'endurance, la répétition. Et donc, on peut plus facilement qu'aujourd'hui passer d'une activité à une autre pour l'essentiel de la population. Voilà, donc Smith se polarise pas trop là-dessus. Il dit que les glissements intersectoriels se feront normalement assez bien. Voilà. C'est pas le centre de son analyse. Ricardo fait quelques remarques sur le chômage. C'est un peu à lui qu'on doit une esquisse de la réflexion sur le chômage technologique. Il écrit un chapitre dans son ouvrage des principes de l'économie politique et de l'impôt en 1817. Et c'est un dernier chapitre qu'il réécrit au gré des rééditions, et chapitre qui s'appelle « Des machines », le titre à la mode latine, au sujet des machines. Et donc il réfléchit sur l'interaction, sur l'effet du progrès technique sur l'emploi, alors qui en détruit à court terme, mais qui à moyen long terme, création d'emplois qui compense largement les destructions d'emplois initiales, et en ce sens-là, il a fondé du nombre de raisonnements contemporains et il a senti un petit peu cette idée de compensation que l'on retrouve aujourd'hui, voire d'ailleurs de surcompensation, où les créations l'emportent sur les destructions à travers le temps, qui peuvent dépasser, tant qu'il peut dépasser une génération, ce qui peut poser des problèmes de vie certains. Donc, des remarques sur le chômage technologique. Jean-Baptiste C, lui, est un classique français. C, vous connaissez le frère ou le cousin qui était un entrepreneur, c'est la marque de sucre associée à Béguin C. Et donc, Jean-Baptiste C, tout début du 19e, écrit un traité d'économie politique en 1803. Et donc, lui, il postule que l'essentiel de l'activité économique porte sur ce qu'on appelle l'offre de biens et services, c'est-à-dire que produire va entraîner la création de biens qui vont être offerts aux agents économiques, et en même temps, cela génère une distribution de revenus sous forme de salaire et de paiement des fournisseurs qui, à leur tour, initient des revenus. Et cette distribution de revenus alimente la demande. Et donc, pour Jean-Baptiste C, offre et demande sont globalement équivalentes. Elles peuvent légèrement diverger, auquel cas des mouvements de prix pourront les réacclimater. Et donc, de crise, il n'y a pas. Et donc, de situation de chômage comme problème, il n'y a pas non plus. Ce sont des désajustements assez temporaires pour peu que l'État ne se mêle pas d'intervenir, auquel cas il n'y aura pas de situation bloquée et les petites poches de sous-emploi ou de chômage se résorberont rapidement, nous dit-il. C'est la crise qui pour lui est impossible dès l'instant qu'on laisse jouer les mécanismes de marché. Donc, le chômage en creux, plus qu'en creux, c'est un absent, ou alors c'est le sous-produit d'une intervention malheureuse de l'État dans l'économie. Malthus, britannique, Malthus, lui, début du 19e siècle, prend le contre-pied de Jean-Baptiste C, bien qu'appartenant à la même grande famille des classiques, mais sur ce point-là, Malthus n'est pas d'accord.
et il envisage déjà la possibilité d'un chômage qui pourrait exister par insuffisance de la demande de biens. Et il conteste donc la position de Jean-Baptiste Say, qu'on résume souvent sous le nom de loi des débouchés, et il envisage donc un chômage par insuffisance de la demande de biens, et nous verrons que c'est un auteur qui s'appelle Keynes dans l'entre-deux-guerres, qui d'ici quelques séances apparaîtra, et qui rendra hommage à Malthus pour cette intuition. Alors voilà, chez les classiques, pas grand-chose en termes de pensée économique à se mettre sous la dent sur le chômage. Quelques pointes chez Marx. Alors chez Marx, les crises de surproduction qui étaient impossibles chez Jean-Baptiste Say sont le fonctionnement normal de l'activité économique et non pas une exception, un dysfonctionnement. Et elles sont au cœur de la contradiction fondamentale qui caractérise le mode de production capitaliste, avec d'un côté les forces productives, la démographie, les machines, le progrès technique, tout ce qui pousse en permanence à gonfler l'offre de produits, alors que du côté des rapports sociaux de production, cela conduit à une intensification de l'exploitation capitaliste, une paupérisation relative et une insuffisance de la demande globale. Donc, Marx nous dit que le développement des forces productives pousse à l'accroissement de l'offre, alors que le développement des rapports de production pousse à un freinage de la demande, et ce qui fait qu'au bout, la crise de surproduction est inéluctable. Et c'est lors de ces crises de surproduction, inéluctables et récurrentes, que Marx voit apparaître effectivement ce que l'on appellera aujourd'hui le chômage conjoncturel, et qui nomme dans sa phraséologie toujours un peu grandiloquente l'armée industrielle de réserve. Nous en avions dit un mot. Donc, une apparition de la notion de chômage conjoncturel par insuffisance de la demande, des thèses sous-consommationnistes, on dit aussi. Et en fait, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que des analyses économiques intègrent davantage la notion de chômage. Alors, le tempo ne devrait pas vous surprendre, puisque si vous vous souvenez du paragraphe premier, c'est vers la fin du XIXe siècle aussi que s'invente la notion de chômage, et donc il était difficile qu'elle apparaisse bien avant, je vous aurais surpris, et c'est dans les analyses, les courants de pensée de la fin du XIXe siècle que vont apparaître les premières analyses un peu consistantes du chômage. Alors, ça va être l'occasion pour nous de rentrer dans la première grande famille de pensée et en même temps d'appliquer cette réflexion au chômage, et ça permettra pour ceux qui étaient là l'an dernier de continuer la trame d'histoire de la pensée économique, puisque nous nous étions arrêtés au moment des néoclassiques, arrêtés de force, le 16 mars par le confinement. Alors, nous allons regarder donc l'analyse néoclassique, mais pas en faire toute l'analyse. On ne va pas présenter tout ce courant, on va présenter ce qui est utile de ce courant pour le comprendre et pour comprendre un autre problème qui est le problème du chômage. Alors, nos auteurs néoclassiques. Alors, une présentation donc générale. Le courant néoclassique, il apparaît dans le deuxième tiers du XIXe siècle, mais il n'y a pas de date anniversaire, c'est ex post qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des changements, et ce qui se passe, c'est en Autriche, avec des auteurs comme Menger, Bombawerk, d'ailleurs j'ai oublié le tréma sur le haut de Bombawerk, en Angleterre, Jevons, Marshall, en France, Léon Walras. Vous avez sur ces trois pôles des réflexions qui se ressemblent suffisamment pour que, avec le temps, on donne le nom de néoclassique, on rassemble ces auteurs qui, par certains côtés, ont des originalités, des particularités, mais qui ont aussi des points communs et suffisamment
pour que, avec le recul, on en fasse une école de pensée, un groupement. Et au sens strict, le courant néoclassique, voilà, du dernier tiers du 19e jusqu'à la mi-20e, vous voyez, des années 1860 à la mi-20e siècle, à peu près. Ensuite, l'expression néoclassique peut s'employer au sens large pour aller jusqu'à aujourd'hui, mais là, ça désigne davantage de la mi-20e à aujourd'hui des auteurs en filiation plus ou moins directe avec la période 1860 mi-20e, et c'est plutôt au sens large une grande galaxie, disons, néoclassique, pour prendre cette métaphore. Mais au sens strict, hein, voilà, 1860-70 à la mi-20e siècle, c'est là le cœur de l'analyse néoclassique au sens strict. Alors, voilà pour les situer dans le temps très, très directement. Alors, nous les avions vus, ce sont des auteurs qu'on va appeler marginalistes. Alors, au sens où ce ne sont pas des marginaux, hein, pas de contresens, mais ce sont des gens marginalistes parce qu'ils ont un raisonnement dit à la marge. Ils raisonnent sur des petites variations à partir d'un état, d'une variable. Et en fait, ce sont des gens qui vont utiliser les mathématiques. Alors nous, on va garder une présentation très littéraire. Je n'aurai pas le prix Goncourt, mais enfin, vous voyez, on va pas partir dans la version calculée de ceci, mais autrement, ça peut se transformer en une gigantesque présentation mathématisée, avec écriture symbolique, des calculs, fonctions. Et fin 19e siècle, il y a des avancées importantes en mathématiques, en analyse, sur les notions de limites, de fonctions, de dérivés, et donc sur des calculs, sur des petites variations, sur des variables, et voir l'incidence que ça a. Voilà, donc il y a tout un bouillonnement intellectuel, et donc ils vont avoir ce raisonnement dit à la marge, marginaliste, pourtant sur des petites variations. Nous en verrons des exemples d'ici quelques minutes. Ces néoclassiques, vous les aviez vus quand même apparaître sous la figure d'Alfred Marshall dans le premier paragraphe, et dans l'introduction aussi, quand on avait dit que c'était des auteurs qui changeaient un peu la donne sur l'analyse de la valeur, hein, qui passaient d'une approche objective de la valeur travail, hein, à une approche subjective avec la valeur utilité, rareté. Et donc ça, c'était en fin d'introduction de ce cours, quand nous étions encore en présence, que j'avais exposé ceci. C'est une présentation aussi en termes d'économie de marché. Ce sont eux qui introduisent ce qu'on appelle parfois l'homo economicus, hein, c'est-à-dire l'agent économique représentatif, doué de raison, qui est calculateur, par contre, ils vont effacer, en poussant l'individu sur le devant, comme sujet des actions, ils vont gommer ce qu'il y avait chez les classiques, et encore plus chez Marx, les notions de groupes sociaux ou de classes sociales. D'ailleurs, le titre d'un ouvrage de Walras est assez symptomatique là-dessus, éléments d'économie pure. Vous voyez, c'est-à-dire pure, au sens où l'impureté, ce serait tout le fatras de la vie humaine, de la vie sociale, et donc on va essayer de styliser dans ces approches, d'épurer grâce aux mathématiques, de chercher des lois de l'économie, d'en faire une science sur le modèle des mathématiques, de la biologie, de la physique, là où les classiques, si vous voulez, faisaient de l'économie politique. Oui, le passage de l'économie politique des classiques en un siècle, hein, à l'économie pure des auteurs néoclassiques. Des individus donc, qui vont être au cœur des actions économiques, des individus doués de raison, et des individus en situation souvent de faire des choix dans un univers de rareté. C'est le modèle général de présentation des actions économiques, de l'analyse. Et ces individus donc, qui font des choix sous contrainte, de maximisation de leur satisfaction, de leur utilité, hein, on dit, c'est une approche donc qu'on qualifie de microéconomique, au sens où les questions sont abordées du point de vue des individus qui commettent les actes économiques,
et où le passage au collectif est obtenu par agrégation des décisions individuelles. Voilà, donc l'angle d'attaque, c'est l'individu, hein, et ensuite, quand on a compris comment fonctionnait l'individu rationnel qui fait des choix sous contrainte de rareté sur tel ou tel problème, on passe au phénomène global en agrégeant les comportements individuels que l'on vient d'étudier. Et donc cette démarche est dite donc microéconomique, et cela fait partie d'un courant méthodologique qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Voilà. Et donc cela s'opposera à des analyses, par exemple, dans le grand B, dite keynésienne, l'autre grande famille d'analyses qui, elles, sur le fond et sur la méthode, seront assez différentes. Et suffisamment pour qu'on puisse les faire débattre d'ailleurs autour du thème du chômage et de croiser pleinement les regards de ces deux écoles de pensée sur le chômage en particulier. Alors, voilà, des auteurs au tournant des années 1860-70 jusqu'à la mi-20e, et une analyse économique qui va être assez nouvelle pour fonder le terme de néo, hein, classique, le préfixe néo, mais des auteurs quand même classiques et qui reprennent une bonne partie du cœur de l'analyse classique. Alors pas la valeur travail, vous en doutez, puisqu'on vient de le rappeler, on est plutôt sur la valeur utilité rareté, hein, mais deux piliers de l'analyse classique sont repris. La neutralité de la monnaie tout d'abord, c'est-à-dire que cette monnaie qu'on présente souvent comme de façon fonctionnelle comme ayant trois fonctions, et ce depuis Aristote: la monnaie comme unité de compte, la monnaie comme instrument de paiement des échanges, la monnaie permet d'éteindre les dettes, et troisième fonction, selon Aristote et d'autres auteurs, une fonction de réserve de valeur. Or, pour nos auteurs classiques et néoclassiques, la monnaie est neutre, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent uniquement les deux premières fonctions de la monnaie, unité de compte et instrument de paiement, mais ils ne reconnaissent pas la fonction de réserve de valeur, au sens où, pour eux, dit autrement, la monnaie n'est pas détenue pour elle-même. Cette monnaie ne sert qu'à régler des transactions sur les biens et services, dans la sphère réelle, comme on dit. Elle n'a pas d'impact sur l'activité économique, cette monnaie, donc elle est neutre. Elle n'est qu'un voile, on trouve parfois cette expression, qui masque la réalité des échanges. Et cette analyse classique et néoclassique, c'est, comment on pourrait dire, une économie de troc monétisée. Voyez, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est les échanges, ce sont les échanges, c'est la production, les échanges, mais ce n'est pas, la monnaie n'a pas de rôle, c'est une économie où la monnaie n'a pas un grand rôle, l'analyse néoclassique, hein. D'où l'expression d'économie de troc, et monétisée, parce qu'ils pensent, contrairement aux connaissances aujourd'hui, enfin depuis la fin du 19e siècle, et des anthropologues, ils pensent que la monnaie est venue pour rompre le troc, pour faciliter les échanges. Or, les anthropologues nous ont montré quand même depuis un bon moment que la monnaie existait depuis des temps immémoriaux, même si ses fonctions n'étaient pas exactement les mêmes par rapport à aujourd'hui. Donc, une économie dans laquelle la monnaie ne joue pas de rôle significatif, hein, elle permet les échanges, mais le cœur de la conception économique se fait sans référence à la monnaie. Ce qui est assez gênant, mais bon, on va jouer le jeu de cette présentation. Deuxième grand pilier de l'analyse néoclassique repris de l'analyse classique, eh bien on en a dit un mot tout à l'heure, c'est la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. C'est l'idée que, puisque la monnaie n'est pas détenue pour elle-même, eh bien, toute la richesse qui est créée lors de la production se retrouve sous forme de revenus distribués, et revenus distribués qui alimentent une demande d'un même montant, globalement, que la production qui a été créée. Et donc, il n'y a pas de problème de débouché dans cette économie, puisque, comme on dit parfois, l'offre créerait sa propre demande. Et si offre et demande peuvent être décalés concrètement au jour le jour, eh bien des mouvements de prix à la hausse ou à la baisse sont censés rétablir l'équilibre structurel
entre l'offre et la demande. Donc, c'est une économie essentiellement d'offres, où ce qui est important, c'est la production, et la demande est censée suivre à des mouvements de prix prêts pour corriger les éventuels déséquilibres passagers. Donc là aussi, vous voyez, c'est une façon de voir l'économie très particulière, donc centrée sur les questions d'échange, où la monnaie ne joue qu'un rôle très très accessoire, et où l'essentiel de l'approche se fait par le côté de l'offre, et la demande n'est pas vraiment un objet d'investigation. Elle suit, selon eux, sans problème, toujours pareil, dès l'instant que l'État ne vient pas perturber le fonctionnement normal, selon eux, de l'économie. Normal avec plein de guillemets, puisque c'est le point de vue des néoclassiques. On verra dans le grand B des points de vue différents. Alors, des hypothèses classiques, mais néoclassiques quand même. Donc, il faut en dire un mot. Donc, néoclassiques, ils introduisent des hypothèses spécifiques. Sinon, il n'y aurait pas de néoclassicisme. On serait resté sur un prolongement du classicisme. Donc, classique, certes, mais néoclassique. Alors, ils introduisent des changements. Alors, l'économie est pensée franchement comme un ensemble de marchés interdépendants. Et donc c'est surtout un auteur comme par exemple Walras qui va travailler ce qu'on appelle l'équilibre général, cette vision-là, là où d'autres auteurs auront des raisonnements plutôt sur un marché particulier, ce qu'on appelle l'équilibre partiel. Donc l'économie pensée comme un ensemble de marchés interdépendants dans une approche microéconomique, une approche également qui est atemporelle, c'est-à-dire que économie pure, je vous ai dit, donc a disparu l'histoire des hommes, les conflits, le temps, l'histoire, qui était présente chez Marx. Là, on a une modélisation mathématisée, on cherche un mécano, une mécanique, un peu comme on essaierait de comprendre le fonctionnement d'un moteur, en quelque sorte. Ici, c'est l'économie. Donc une approche temporelle où les marchés sont autorégulateurs et les mécanismes de marché évitent aux agents de se préoccuper de l'avenir. Il y a autant de marchés que de situations présentes et futures. Et donc, c'est ce qu'on appelle la complétude des marchés. Donc, il y a autant de marchés que d'états des produits, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le blé aujourd'hui, il y a un marché, et le blé demain, il y aura un autre marché pour coter, un marché à terme, pour coter les anticipations de cours sur le blé. De même que le blé en France, le blé en Ukraine, eh bien ça fait deux marchés partiels, interconnectés, équilibre général, et donc il y a autant de marchés que de lieux et de temps de disponibilité des produits. Et ces marchés, avec des prix flexibles, sont censés organiser la circulation, l'articulation entre toutes ces situations. Des individus qui sont rationnels, qui ont un comportement rationnel, et on parle ici de rationalité maximisatrice pour les agents économiques, c'est-à-dire que nos individus sont supposés chercher en permanence à maximiser leur utilité, leur satisfaction, compte tenu des contraintes qui s'imposent à eux. Donc c'est ça, c'est le règne du choix individuel sous contrainte, de façon à maximiser un objectif sous une contrainte donnée. Et donc ça aussi, c'est un type de raisonnement qui revient sans arrêt, et donc l'économie est vue comme un ensemble d'individus faisant des choix sous contrainte, et la collectivité sera l'addition de ces choix individuels préalables. C'est également une économie dans laquelle il y a ce qu'on appelle une concurrence dite pure et parfaite, c'est-à-dire, alors la définition est extrêmement simple, une situation dans laquelle les agents sont dits preneurs de prix, c'est-à-dire que les prix s'imposent à eux, les prix leur transmettent l'information, et par contre, si les prix influencent
les décisions des agents individuels, la décision d'un agent individuel n'est pas de nature à influencer à elle seule le prix de marché. Donc le fonctionnement est dans un sens du marché vers l'agent économique. L'agent prend les prix du marché qui s'imposent à lui. Et alors, c'est une hypothèse simplificatrice, comme toutes les hypothèses d'ailleurs. C'est leur fonction même. Si vous réfléchissez, c'est pas de la science-fiction non plus, puisque dans notre vie courante, nous sommes tous et toutes preneurs de prix, et les prix s'imposent à nous en tant que consommateurs. Quand nous allons voir un banquier de façon un peu avec de la forfanterie, nous allons négocier avec notre banquier. En fait, on va écouter ce qu'il nous dit. S'il est gentil, il nous fait croire qu'il négocie, mais il a quasiment le dossier ficelé en fonction de votre pédigré, et il y a un petit delta éventuellement qu'on peut discuter, mais extrêmement limité. Même si vous êtes allé dans des pays où se pratique le marchandage. Vous savez, j'avais un ami qui avait vécu plusieurs années à Marrakech et qui rigolait souvent avec ça, puisque lui, il traversait le souk en permanence, et donc il voyait des gens, des Européens, qui pensaient qu'en permanence, les Marocains passaient leur journée à marchander pour le moindre fruit, le moindre objet, et en fait ils ont autre chose à faire. Voilà. Alors ça c'est le folklore pour les touristes, voilà. Et quand vous êtes repéré comme étant quelqu'un vivant là et pas uniquement un touriste de passage, vous vous rendez compte qu'il y a des prix qui existent. Simplement la différence avec chez nous, c'est que ils sont pas affichés, il n'y a pas d'obligation légale de l'affichage sur une étiquette visible, mais il y a un prix qui existe. Et donc même dans ce genre de situation, vous êtes preneur de prix, mais qui ne sont pas affichés. Voyez. Donc c'est fréquent que les individus dans leur vie soient preneurs de prix. Là où c'est excessif, c'est si on suppose que tous les agents sont preneurs de prix. Il y a des agents qui ont une capacité à faire le prix, d'autant plus que vous serez en monopole, mais pour nombre d'agents, à peu près tous les consommateurs, beaucoup de petits producteurs, ils sont preneurs de prix. Alors du marché, je ne sais pas. Certains disent plus sûrement d'ailleurs des agents ayant un plus gros pouvoir de marché qui eux ont une capacité à faire le prix, et nous prenons le prix de ces agents. Et voilà. Donc pour ces auteurs néoclassiques, ils supposent que l'essentiel des agents sont preneurs de prix. C'est ça la définition de la concurrence pure et parfaite, et ainsi ils simplifient l'économie. Ils essaient de voir s'ils peuvent trouver des lois, quitte après à faire des analyses, comme le feront certains, du monopole ou de situations hors concurrence pure et parfaite. C'est également une situation dans laquelle les ajustements se font grâce à la flexibilité des prix, dans cette situation concurrentielle, et donc ces prix flexibles, à la hausse comme à la baisse, entraînent des modifications des quantités offertes et demandées pour chaque niveau de prix. Voilà. Donc voilà ce qui pourrait être la théorisation première d'une économie de marché par l'analyse néoclassique. Ce qu'on peut dire également aussi, c'est que si on reprend l'idée que l'économie est vue comme un ensemble de marchés interdépendants, il y a en gros 4 grands marchés. Le marché, alors 3 peut-être, le marché des facteurs, travail et capital, le marché des biens et services, donc on est à 1, 2, 3, le marché de la monnaie, qui, on l'a dit, est assez accessoire, on ne s'intéressera pas trop à sa fonction. Donc marché des facteurs au pluriel, travail, capital, marché des biens et services, et pour nos auteurs, les marchés des facteurs de production sont premiers par rapport au marché des biens et services. Ils suivent un ordre logique, et je combine du travail et du capital, et avec ça je produis des biens et services. Donc au début sont les facteurs de production, et ensuite parmi les facteurs de production, entre travail et capital, c'est le marché du travail qui est le plus important pour nos auteurs. Du moins dans une analyse de court terme comme la nôtre, le marché du capital implique des questions comme l'épargne, l'investissement, et donc s'inscrit dans du temps long. Alors c'est un marché aussi important, mais
souvent on raisonne en temps court dans une situation de capital donné, et donc c'est le marché du travail qui va primer sur le marché du capital, qui prime lui-même sur le marché des biens et services. Avec ces trois marchés, l'équilibre économique va être obtenu, et le marché de la monnaie est là pour un rôle accessoire sur lequel nous ne nous étendrons pas ici dans ce thème-là, ça nous amènerait beaucoup trop loin. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'économie néoclassique dans sa présentation générale. Et donc nous, on ne va pas continuer à faire toute la pensée néoclassique, mais on va se focaliser sur une partie de la pensée néoclassique, celle qui va nous amener sur la notion de chômage, et pour ça, il faut aller sur le marché du travail. C'est pour ça que je viens de vous l'installer. Et ça tombe bien parce que pour eux, c'est le marché le plus important. Donc, avec ce marché du travail, ça va vous permettre de comprendre un petit peu tout ce que nous avons présenté, concurrence pure et parfaite, rationalité maximisatrice, choix sous contrainte, rareté, ajustement par la flexibilité des prix. On va retrouver toutes ces caractéristiques appliquées au travail. Et c'est sur ce marché du travail, une fois qu'on aura présenté le fonctionnement, que l'on pourra aller voir plus précisément le chômage qui est notre vrai centre d'intérêt. Dans l'absolu, c'est pas l'analyse néoclassique, c'est pas le marché du travail, c'est le chômage à travers le marché du travail vu par les néoclassiques. Oui, c'est pour ça que je fais ce détour. Et ce faisant, ça nous permet de faire un peu de pensée économique, de répondre à des demandes depuis plusieurs années, mais également de l'appliquer sur un thème qui a du sens et qui n'est pas trop loin de nous, pas trop abstrait. Alors, nous allons partir à étudier ce marché du travail. Nous allons en voir dans cette vidéo, dans cette séquence, une partie, et nous renverrons une deuxième partie à la semaine prochaine. Alors, ce marché du travail, ici, donc deuxièmement, le marché du travail, après la petite 1 qui était la présentation générale, ici, ce qu'il faut voir, c'est que le marché du travail est le marché du travail, en fait, c'est un mot. On devrait plutôt parler de contrat de travail, mais bon, c'est le terme de marché qui s'est imposé avec la référence à l'offre et la demande. Le travail ici, sur ce marché du travail, c'est en fait, on l'avait déjà vu dans le grand 1, un simple contrat de louage, c'est-à-dire le contrat est traité comme une marchandise quelconque par les néoclassiques, et donc que ce soit le pétrole, le blé ou le travail, il s'agit d'une marchandise comme une autre, ils ne font pas de différence, alors que avec le temps, il y aura une divergence à l'analyse néoclassique, puisqu'on l'avait vu, le travail fera l'objet même d'un droit spécifique progressivement. On avait parlé de ceci avec le droit du travail, où on s'éloignera du contrat de louage pour être dans un contrat de subordination d'un salarié à l'employeur. Donc une vision très marchandise du travail, ce qui en fait aussi une grande spécificité de cette analyse. Et nous allons donc successivement rentrer dans le vocabulaire du marché, c'est-à-dire nous allons nous intéresser à l'offre de travail. Ça, ce sera pour la deuxième partie de notre séance, là. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la demande de travail et nous ferons se rencontrer l'offre et la demande pour former le marché du travail. Et nous pourrons alors aller fureter pour débusquer leur vision du chômage. Alors, ce marché du travail, eh bien, regardons tout d'abord la fonction d'offre de travail. Donc, je vous avais dit que mathématiquement, il y avait tous les progrès en analyse en mathématiques, donc la présentation fonctionnelle, même si nous ne ferons que des présentations littéraires. Et donc, alors je mets le résultat dans le titre, nous allons montrer, voilà, c'est l'idée générale,
je tue le suspense, mais bon, il y a plus de clarté peut-être comme ça. Donc on va voir que l'offre de travail ou l'offre de force de travail, on disait aussi à la base, des travailleurs est une fonction croissante du salaire réel. C'est ce que nous allons montrer en 2 étapes. Alors, nous allons nous intéresser tout d'abord, puisque c'est de la microéconomie. Vous ne devriez pas être surpris que j'introduise ce titre. Nous allons nous intéresser au point de vue d'un individu, donc former son offre individuelle de travail. Et normalement, si vous vous souvenez de la définition de la microéconomie, de cette approche individualiste, eh bien, nous passerons à une offre globale ou totale de travail par agrégation des offres individuelles. Ce sera le petit 2, la 2e étape. Alors, la fonction d'offre de travail, l'offre individuelle de travail ici. Donc, nous mettons en scène un individu qui est rationnel, qui effectue des choix en univers de rareté et qui cherche à obtenir des ressources rares, un maximum de satisfaction, et un individu qui est capable de faire les calculs nécessaires pour parvenir à ses fins. Voilà. Donc c'est l'ambiance générale du comportement que l'on prête à l'individu. Alors, l'offre individuelle de travail, tout d'abord, nous allons nous intéresser à regarder de quoi elle dépend, et ensuite nous intéresserons, petit b, au sens de variation. Oui, nous avions dit qu'on allait montrer que l'offre de travail des travailleurs était fonction croissante du salaire réel, donc petit a, on va voir une offre qui est fonction du salaire réel, et ensuite fonction croissante, et on travaille par plusieurs étapes. Alors, la détermination de l'offre individuelle de travail, il faut donc mettre en scène un individu qui va faire des choix, et dans la littérature économique, le raisonnement que nous allons présenter est un raisonnement très, très célèbre, qui va permettre de voir un raisonnement dit marginaliste, et il est connu sous le nom d'arbitrage, travail, loisir. Alors l'arbitrage, arbitrer, c'est choisir, et nous allons donc mettre en situation un individu qui choisit d'affecter son temps disponible entre le temps travaillé et le temps du non-travail, que nous appellerons le loisir. Alors, cet individu donc, dispose d'un certain temps, donc si vous voulez 24 heures sur une journée, par convention, mais vous pouvez aller sur le mois. Bon, là, c'est un peu plus embêtant si on devait compter, parce que 30, 31, les années bissextiles, bon, voilà, donc peut-être une journée, surtout qu'à l'époque, fin 19e, on parle beaucoup des journaliers. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont un travail à la journée dans l'agriculture, dans l'industrie, et qui louent leurs services, contrat de louage, à la journée. S'ils peuvent un peu plus, bon, ben, ils essaient, mais c'est quelques salariés, on va dire, permanents, en CDI pour parler plus contemporain, et beaucoup de personnes qui louent leurs services à la journée ou pour quelques jours. Donc cette référence à la journée n'est pas scandaleuse du point de vue historique quand sort cette analyse néoclassique. Donc nos individus disposent d'un certain temps. Ce temps est limité, c'est une ressource rare. Alors nos individus sont rationnels, ça veut dire qu'ils vont chercher à obtenir de cette ressource rare un maximum de satisfaction, et qui vont faire les calculs nécessaires pour mesurer cette satisfaction la plus grande possible. Et comme pour toute ressource rare, l'individu doit faire face au problème qu'on appelle de l'allocation, allouer, répartir, un problème de la répartition, de l'allocation, de l'affectation. Alors ici, de son temps, entre un temps affecté bien au travail, un temps affecté au non-travail, le loisir, les deux emplois qu'il peut faire de son temps disponible. Alors, le loisir, le non-travail, procure à la fois une utilité, une satisfaction. Vous retirez un plaisir procuré par le repos, le non-travail, une activité personnelle, une liberté de faire ce que l'on veut.
Hein. Alors, il ne faut pas exagérer, on le traduit avec nos termes d'aujourd'hui. Le loisir fin 19e siècle n'a pas forcément le même contenu, le même sens, si tant est qu'il ait vraiment du sens socialement pour tout le monde. Donc le loisir procure à la fois une satisfaction, une utilité, hein, on vient de le dire, mais également une désutilité, c'est-à-dire qu'en ne travaillant pas, certes on se repose, on ne se fatigue pas, mais on va être privé de revenus. Et donc, cette privation de revenus, c'est le coût d'opportunité du loisir. Hein. Choisir, c'est renoncer, c'est consentir un coût du fait de ne pas avoir choisi une branche de l'alternative. Donc, un loisir procure à la fois une utilité, une satisfaction, et une désutilité, un désagrément. Le travail, de même. Le travail procure une satisfaction, une utilité. C'est-à-dire, si vous travaillez, vous percevez un revenu. Et avec ce revenu, vous pouvez accéder à la satisfaction de besoins par des biens et des services. Mais ce travail, il procure également une désutilité, c'est-à-dire des désagréments liés au travail, à la fatigue, des soucis. Et là aussi, cette fatigue, ces soucis, c'est le coût d'opportunité du travail, hein, ici. Donc, les deux affectations du temps disponible, le loisir comme le travail, procurent chacun une utilité, une satisfaction, et une désutilité, des désagréments. Et à chaque fois, ben voilà, l'individu est censé, selon le néoclassique, peser un petit peu les avantages et les inconvénients, utilité et désutilité, entraînés par un temps pour le loisir, un temps pour le travail. Et donc pour notre individu, le problème consiste en un temps disponible donné, qui est sa contrainte, à choisir entre les différentes combinaisons possibles de temps de loisir et de temps de travail. Et donc il va chercher la combinaison optimale, travail-loisir, hein, celle qui va lui procurer la satisfaction la plus grande possible, sous contrainte de temps disponible. Et donc il va devoir arbitrer sous contrainte entre loisir et travail. Et donc ici, l'offre individuelle de travail, plus ou moins grande de la part de l'individu, eh bien on voit qu'elle va dépendre d'une variable importante, le salaire, le revenu procuré par le travail, puisque si je travaille, je perçois un revenu qui me permet d'accéder à des biens et services et satisfaire des besoins. Alors c'est pas forcément consumériste comme approche. N'oubliez pas, fin 19e, c'est encore un monde dans lequel la plupart des gens manquent de tout et continueront à manquer de tout malgré le travail. Donc il ne faut pas se moquer trop vite de cette approche travail, revenu, consommation. On n'est pas dans la surconsommation de nos sociétés de consommation de masse. Donc le travail procure un revenu, donc le salaire est une variable clé, et le salaire est également une variable clé, puisque pour ne pas travailler, encore faut-il en avoir les moyens. Et donc là aussi, le salaire est une référence. Alors je dis le salaire, plus exactement, sans s'attarder trop longtemps là-dessus, c'est plus exactement le salaire réel, c'est-à-dire que nos auteurs néoclassiques, comme en héritage des classiques d'ailleurs, s'intéressent peu aux grandeurs nominales, le salaire, mais plutôt au salaire réel, c'est-à-dire corrigé de la variation des prix. Vous connaissez une expression plus courante pour dire le salaire réel, c'est le pouvoir d'achat du salaire. Le pouvoir d'achat du salaire, vous voyez, vous allez comprendre l'adjectif réel, un pouvoir d'achat pour un revenu, pour le salaire ici, c'est la quantité de biens et services que l'on peut acheter avec ce revenu, avec ce salaire. Oui, la quantité de biens et services que l'on peut acheter avec. Et donc vous comprenez en quoi ce salaire il est qualifié de réel, ainsi. Donc il voit moins vous voyez, le néoclassique, quand vous lui montrez, alors c'est un peu ridicule ce que je vous dis, mais c'est pour vous, à titre pédagogique, si vous montrez un billet à un néoclassique, il voit moins de la monnaie, une grandeur nominale, que la quantité de biens et services qu'il pourrait acheter avec ce billet. Alors que d'autres auteurs qui ont une approche plus nominale, moins réelle,
au sens de, voilà, on vient le présenter. Quand il voit un billet, il voit de la monnaie, avec bien sûr un usage qui pourrait être de la consommation, mais également avec une monnaie qui pourrait être détenue pour elle-même. Et là, nous serions chez Keynes ou d'autres auteurs. Donc, chez les néoclassiques, raisonnement en termes réels, on voit le salaire, ou exactement le salaire réel, comme variable explicative de l'offre de travail. Alors, voilà, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous projeter, je me suis laissé emballer par le raisonnement là, pour essayer d'être le plus clair possible. Donc voilà, c'est ce que nous avons dit, approche individualiste, excusez-moi, voilà, arbitrage, travail, loisir, et donc le choix sous contrainte de l'individu ici que je vous ai détaillé. Alors, ce qu'on va faire maintenant sur le slide suivant, il ne faudrait pas que j'aille trop vite maintenant, c'est que si nous avons dit que l'offre individuelle de travail apparemment dépend du salaire réel, le salaire réel est la variable explicative clé de l'offre individuelle de travail, plus ou moins de travail offert, donc plus ou moins de loisirs en creux, il faut maintenant préciser, petit b, le sens de variation de la relation entre offre de travail et salaire réel. Est-ce que les deux grandeurs varient dans le même sens, en sens inverse? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et donc, c'est l'objet de ce morceau-là du petit b, étudier le sens de variation. Alors pour ça, on va avoir un raisonnement marginaliste, on va le mettre en scène. On va raisonner donc sur une variation du salaire réel, sur une petite variation du salaire réel, et on va regarder eh bien, ce qui se passe lorsque le salaire réel varie. Alors, on va prendre, pour simplifier, une variation positive. Alors, pour que ça puisse tenir sur un seul écran, je vais développer un schéma ici en partant de l'angle supérieur gauche. J'ai pris quelques notations symboliques simples. Vous avez la lettre delta, le grand delta qui signifie variation. Suivant le grand delta, vous avez la variable qui varie. Ici, c'est le salaire réel, donc le revenu que notre individu pourrait obtenir en travaillant, horaire si vous voulez, par exemple. Et positif, ça veut dire, variation positive, ça veut dire augmentation du salaire réel. Voilà. Ça me permet, vous allez voir par la suite, de condenser, alors que si je l'écrivais complètement, il faudrait plusieurs slides et ce serait dommage, le raisonnement se perdrait, enfin perdrait son unité. Donc, pas de mathématiques, une petite écriture symbolique, grande variation, augmentation, on va dire ici, du salaire réel. Donc, s'il y a une augmentation du salaire réel pour notre individu, en fait, on va voir que cela peut avoir deux effets, et vous allez voir même deux effets opposés. Je vais un peu la mèche, mais voilà, deux effets. Alors, premier effet, si le salaire réel augmente, là, sans surprise, ça veut dire que le temps travaillé est plus rémunérateur. Le temps travaillé est plus rémunérateur, donc ça peut être intéressant, au sens où si le travail est plus rémunérateur, ça va vous permettre de consommer plus, d'accéder à plus de biens et services, voilà. Et à partir de là, dans ce premier effet, on pense que ce travail mieux rémunéré, va inciter l'individu à travailler plus, donc delta travail positif, donc à travailler plus, et en même temps, puisque le temps est rare, cela va entraîner un temps de loisir moindre, donc delta loisir négatif. Voyez, donc plus de travail, moins de loisirs. Voilà, il faut se faire la phrase, pas se laisser impressionner. Donc, c'est une première possibilité qui porte un nom. C'est ce qu'on appelle l'effet de substitution, au sens où du travail, en plus, se substitue à du loisir en moins. C'est dans ce sens ici. Donc, dans ma journée, si elle fait 24 heures, eh bien, par exemple, je travaillais déjà 9 heures, et si le salaire réel augmente, eh bien, ça devrait m'inciter à travailler peut-être une 10e heure, moyennant quoi, eh bien, je vais perdre 1 heure de loisir. Mais je vais être mieux rémunéré, je vais avoir plus d'argent, un revenu plus important, et je vais pouvoir satisfaire un peu mieux mes besoins, ou un peu moins mal, suivant le point de vue. Donc c'est le premier effet d'une augmentation du salaire réel, un effet de substitution. On voit un raisonnement à la marge, puisque voilà, on est sur des petites variations.
au sens où je travaillais déjà 9 heures, on m'augmente le salaire un petit peu, vous voyez, je sais pas, 4-5%, mais ce qui fait 5 sur 100, c'est pas beaucoup, 5%, et à ce moment-là, on regarde bien qu'est-ce que ça entraîne comme variation du travail, comme variation du loisir, voyez, et donc on raisonne à la marge, en plus ou en moins, par rapport à une situation, une rémunération, un temps travaillé ou un temps de loisir. On pourrait dire aussi qu'il y a une autre possibilité. Cette augmentation du revenu, du salaire réel, eh bien, pour l'individu, ça pourrait être la possibilité de travailler moins, sa revenu inchangé. On peut aussi le décoder comme ça, si on réfléchit bien. Ça n'invalide pas le fait que le travail est plus rémunérateur, mais ça peut inciter certains à considérer que finalement, on peut travailler moins sans perdre de revenus. Auquel cas, sur nos grandeurs économiques, travail et loisirs, l'arbitrage va se modifier. Le choix sous contrainte va se modifier. Pour certains individus, cela va permettre donc de travailler moins, d'où la notation, et d'avoir plus de loisirs à revenus inchangés. Et ça, cette deuxième possibilité, cette deuxième interprétation, c'est ce qu'on appelle l'effet de revenu. Vous voyez ? Et donc là aussi, raisonnement à la marge, mettant en scène un individu calculateur qui est capable d'apprécier les conséquences de ses actes, et qui réfléchit, qui essaie de maximiser sa satisfaction, son bien-être, entre temps travaillé, temps non travaillé, avec une contrainte qui est 24 heures dans une journée, par exemple. Donc trouver le meilleur équilibre pour lui dans cette situation. Et donc, à partir de là, on est un peu coincé, puisqu'on se dit... si la même cause produit deux effets de sens inverse, si on reste bloqué là, on ne peut pas en tirer de loi, on va dire ça dépend. Ce qui est souvent la bonne réponse, quand on vous pose une question économique, l'économiste sérieux doit répondre cela dépend. Et ensuite il développe un peu cela dépend de quoi. Alors, cela dépend, et donc les néoclassiques, ils cherchent des lois. Alors, jusqu'à présent, il y avait un raisonnement qui se voulait scientifique, avec lequel on peut ne pas être d'accord, qu'on peut discuter scientifiquement, mais là, il y a un petit peu un passage en force, avec un aspect de doctrine, de croyance, et pour nos auteurs néoclassiques, donc c'est pour ça que j'ai mis selon les néoclassiques, ils pensent, mais on n'est pas obligé de penser comme eux, que généralement, c'est le premier effet qui l'emporte en intensité sur le second, c'est l'effet de substitution qui l'emporte sur l'effet de revenu. Et donc, ils nous disent que généralement, l'offre individuelle de travail augmentera lorsque le salaire réel augmentera. C'est-à-dire c'est la première ligne, l'effet de substitution qui l'emportera, ce qu'on peut dire dans le langage des fonctions, l'offre individuelle de travail serait donc en général une fonction croissante du salaire réel, c'est-à-dire que salaire réel et offre de travail augmenteraient de concert. Voilà. Et donc, c'est le point de vue des néoclassiques pour expliquer l'offre individuelle de travail, avec un raisonnement, vous voyez, d'individus rationnels, maximisateurs sous contrainte, calculateurs, faisant des choix. Donc, nous sommes tous différents, nous avons tous des sensibilités différentes aux variations de salaire, mais les auteurs néoclassiques pensent que nous raisonnons tous comme ça. Après, chacun détermine son propre arbitrage, et les néoclassiques nous disent, ben voilà, on a trouvé une loi, et pour avoir l'offre totale dans un pays, dans une collectivité, l'offre totale de travail, eh bien, il suffit d'agréger les choix individuels précédemment rencontrés. Et donc, par ce qu'on appelle un effet d'agrégation, une addition par niveau de prix, les néoclassiques nous disent que la relation précédente est transposée. Là aussi, c'est peut-être héroïque, mais on va jouer le jeu. Les critiques viendront après l'exposition. Et donc, pour les néoclassiques, l'offre totale de travail serait une fonction croissante du salaire réel, par agrégation, donc, des offres individuelles de travail, elles-mêmes fonction croissante du salaire réel. Donc, voilà ce que nous avons établi. Nous avons pas tout le marché du travail, sûrement pas le chômage, pas encore, mais nous avons regardé une moitié du marché du travail. Nous avons établi une première relation. Et donc,
la prochaine fois, nous continuerons dans ce raisonnement marginaliste, toujours en essayant de faire une présentation non mathématisée, des raisonnements qui autrement le seraient, et nous nous intéresserons à l'autre côté du marché du travail, à la demande de force de travail qui, elle, émane des employeurs. Nous construirons, puisque relation il y a, selon le néoclassique, la demande de travail, et comme elle dépendra également, nous verrons comment, du salaire réel selon le néoclassique, nous les ferons se rencontrer sur le marché, nous formerons un équilibre sur le marché du travail, et à partir de là, nous pourrons faire apparaître la conception néoclassique du chômage à partir de l'analyse du marché du travail. Et donc la demande de travail, la construction du marché du travail et le chômage corrélativement selon le néoclassique, ce sera l'objet de la prochaine séance, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je ne dis pas que vous allez vous promener à droite à gauche. Je pense que nous serons encore confinés pour un petit temps. Mais portez-vous bien et donc à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.